Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Alors, Francis, je sais que tu veux me parler d'une étude de l'IEDM, mais avant, je veux t'entendre sur les heures d'ouverture des commerces. Uh-huh. Est-ce qu'on devrait permettre aux commerces d'ouvrir plus tard? Yes. Moi, j'ai... 24/7. Merci. De la musique à mes oreilles. Au Japon, il y a des épiceries, mais c'est plus que des épiceries. C'est des épiceries / pharmacie / bon, ouvert 24 heures sur 24. Honnêtement, c'est drôle parce mon étude de l'IEDM là, que tu prends de haut, là, mais qui... non, mais c'est un peu les deux... les deux côtés d'une même médaille. On est dans une économie au Québec qui est beaucoup, beaucoup trop régie par l'État. Puis honnêtement, me faire dire à quelle heure j'ai le droit de travailler puis pas travailler, de quoi je me mêle? Si toi, t'es un commerçant, mettons, je suis pigiste puis je décide de travailler 20 heures par jour, c'est de mes affaires. C'est de mes affaires exactement. Si tu as un commerce puis tu décides, toi, t'es capable... Puis t'es capable de trouver du personnel puis que tu le payes correctement. T'es capable d'ouvrir jusqu'à 11h, minuit. C'est Christy d'affaires. Après, il y a des affaires de santé publique, là, genre les heures de vente d'alcool, puis là-dessus, je suis comme un petit peu plus mitigé, là, mais d'ouvrir pour vendre des bobettes puis des caramels, là, moi, sérieusement, 24/7 tout le temps, sans aucune contrainte. Les couche-tards sont ouverts 24 heures. Certains, c'est du zonage, puis c'est des exceptions à la règle. La règle, elle dicte des heures d'ouverture, puis là, on fait des projets, puis là, d'un coup, ça serait ouvert jusqu'à 10 heures. Hey, d'un coup, Richard, qu'est-ce qui pourrait se passer? Puis tu sais, ce qui se passe dans les faits, c'est qu'il y a plein de ces commerces-là qui réalisent qu'il n'y a pas de demande pour des systèmes stéréo à 4000$ à minuit et quart. Là, fait qu'ils ferment, tu comprends? C'est ça, l'économie de marché. Quand il n'y a pas de demande, ben, tu ouvres à différentes heures. Moi, ce que je constate, ceci dit, puisque tu m'emmènes sur ce terrain fâcheux des heures d'ouverture, c'est plutôt l'inverse. Hein? Moi, je suis toujours surpris comme économiste puis comme entrepreneur de voir des commerces, on dirait qu'ils n'ont pas compris la game. Tu opères un café puis tu ouvres à 9h. Je suis comme, je sais pas... Comment dirais-je? Tu comprends? Moi, mon café, là, en grande majorité, si tu fais la courbe normale des buveurs de café, c'est comme entre 6,5 puis 9. Non? Je me trompe-tu? Comme, le nombre de cafés qui se vendent à 3h15 l'après-midi, il n'y en a pas tant que ça. Là, t'sais. Fait que si tu as un café qui ouvre à 9h, mais j'en vois souvent ces commerces-là que tu es comme... En tout cas, je veux pas casser du sucre sur des commerces spécifiques, mais moi, quand je fais du bricolage, Richard, ça donne que c'est souvent la fin de semaine, tu comprends? Parce que la semaine, je travaille. Si t'opères une quincaillerie fermée le dimanche, là, t'as pas compris la game dans laquelle tu opères. Et donc, encore une fois, autant un extrême, je trouve qu'on a été beaucoup trop contraignant, autant à l'autre extrême, je trouve qu'il y a du monde qui ont pas vraiment compris dans quel écosystème, dans quelle industrie ils vivaient. T'as des restaurants, on va à 24 heures sur 24. Ben oui. Il y en a des restaurants. Et donc, chaque entrepreneur, chaque commerçant devrait pouvoir faire comme bon lui semble. Puis tu me fais rire avec on va faire un projet pilote là, pour être sûr là, que qui sait ce qui va arriver, peut-être le feu va pogner. Puis c'est des là, affaires de fonctionnaires à Québec parce qu'un projet pilote, qu'est-ce que tu vas apprendre que tu sais pas déjà? Hey, on a fait un projet pilote, là, on a observé les gens avec notre petite montre, là, puis là, l'autre fois à 7h22, il y a Madame Gaston qui est rentrée. Laisse le monde ouvrir alors. Fait anyway, on est à la même place. Puis c'est pas comme, je suis pas un libertarien le poing en l'air, mais là-dessus, honnêtement, mêlez-vous de vos affaires puis arrêtez de mettre des règles complètement inutiles à l'entrepreneuriat. Je veux pas écœurer avec le Japon, mais au Japon, ils sont ouverts, les commerces, 7 jours par semaine. Ils sont pas fermés le dimanche, ils sont pas fermés les jours fériés. Ils sont ouverts, Christy. Ah oui. Il y en a plusieurs qui sont ouverts 24 heures sur 24. Après, tu peux mettre des règles que si c'est un férié ou s'il est 3 heures du matin, ben là, peut-être qu'il faut que tu payes un temps et quart, temps et demi. Puis, tu peux mettre des règles pour un peu, évidemment, éviter les abus par rapport à certains travailleurs qui sont un petit peu désabusés ou exploités. Mais de dire que tu peux pas ouvrir quand tu veux, pour moi, c'est une invention. C'est comme... C'est une forme de progrès qui a pas lieu d'être, là, à mon avis.
La mobilité sociale, vous savez, c'est quoi? C'est les chances que vous avez lorsque vous êtes dans une classe pauvre de pouvoir grimper les échelons et de passer à la classe moyenne et qui sait à la classe supérieure, la mobilité sociale. Alors, on a fait une étude, l'IEDM a fait une étude pour calculer la mobilité sociale dans chaque province. Et devinez quelle province arrive en dernier. Dernier classe, là. Devinez c'est quelle? Roulement de tambour. Est-ce qu'on a un roulement de tambour en régie? C'est le Québec, mesdames et messieurs. Oui! Bon, ceci dit, on est aux extrêmes du spectre des provinces pour la mobilité sociale. Puis c'est intéressant ce que tu dis, Richard, parce qu'effectivement, on pense souvent aux gens de milieux pauvres qui accèdent à des salaires puis à des niveaux de vie plus riches. Mais tu sais, on parle beaucoup de transfuge de classe ces temps-ci. Certes. C'est des gens qui passent d'une classe sociale à l'autre. Mais pour chacun qui passe, mettons, du quintile, là, des 20% les plus pauvres, mettons, aux 20% les plus riches, il y a quelqu'un qui fait le chemin inverse. Là, tu comprends? Fait qu'il faut, la mobilité, ça marche dans les deux directions. Okay. Mais ce qui est intéressant et ce que l'IEDM met de l'avant, puis ce que j'endosse quand même en partie, c'est les échelles et les serpents. Là. Les échelles et les serpents, mais c'est qu'en fait, c'est un reflet de à quel point, quand tu fais des efforts, quand tu prends des risques, quand tu travailles, etc., tu as l'opportunité d'être un transfuge de classe. Et en fait, quand on observe une faible mobilité sociale, c'est-à-dire que les pauvres restent pauvres, les riches restent riches, ça veut dire qu'essentiellement, ce qu'on regarde, c'est le salaire de tes parents. Hein? Donc, on dit tes parents étaient riches, tu es riche. Tes parents étaient pauvres, tu es toi, à ton tour pauvre. Et donc, ce qu'on observe, en fait, c'est que dans des sociétés comme le Québec, qui sont très régies, hein, où il y a effectivement beaucoup de règles, où l'État est très interventionniste, ben, on maintient les gens à leur niveau de richesse ou de pauvreté. Alors que dans des États où il y a beaucoup moins de règles, comme l'Alberta, qui est d'ailleurs en tête du classement de l'IEDM, ben, l'État est beaucoup moins présent, si bien que le résultat, c'est qu'avec des études, du travail fort, de l'épargne, de la prise de risque et de l'entrepreneuriat, tu peux espérer changer un petit peu ton statut. C'est ce qu'on appelle l'agence en économie, c'est-à-dire que ta volonté d'être riche te permet d'être riche. Et ce qu'on constate au Québec, c'est que... Ben, c'est le rêve américain. C'est le rêve américain, mais c'est exactement ou le rêve canadien à ce titre-là. Mais donc au Québec, malheureusement, en dépit de plein d'affaires, il y a une très forte corrélation, il y a un lien fort entre le niveau de richesse de vos parents et le niveau de richesse que vous allez avoir. Et c'est terrible. Et ce qui est intéressant, Richard, en fait, c'est que par-delà les causes, l'intervention importante de l'État, c'est sûr qu'il y a une autre dimension. Là. Puis, je suis un fier Québécois, mais c'est sûr que le Québec, il faut le dire, il faut le rappeler tout le temps, je suis, moi, la deuxième génération qui vraiment a le pouvoir de faire dans la société. Là. Je veux dire, parce qu'avant, on était des porteurs d'eau. Puis les porteurs d'eau. Puis, tu sais, ça fait depuis la Révolution tranquille que les Québécois se sont dotés d'institutions, puis qui mènent des entreprises, puis qui sont des PDG. Et donc, c'est sûr que notre rapport à l'argent est encore un petit peu celui de Duplessis, puis de l'Église. Puis le rapport problématique à l'argent est aussi en partie responsable de ça. Donc, c'est une chose de casser du sucre sur le gouvernement, puis je suis pas mal d'accord qu'il y a beaucoup trop de réglementation puis que ça ne favorise pas la mobilité. On vient de loin. On vient de loin. Et donc, on a juste, naturellement, puis c'est comme une généralisation un peu banale, mais on a moins d'appétit pour la richesse dans les milieux francophones catholiques qu'on a là dans le protestantisme, dans les milieux anglo-saxons. On est moins drivé par ça, l'argent. On a d'autres drivers de notre culture que s'enrichir pour s'enrichir, si bien que on a moins de mobilité sociale. Et dans la Bible, c'est écrit que les riches ont moins de chances d'aller au paradis qu'un chameau de passer par le champ d'une aiguille. Ouais, ben là, tant pis pour les chameaux ou tant mieux pour les riches, je ne sais pas trop quoi, mais encore une fois, la dernière chose, c'est qu'évidemment, le Québec, c'est une économie diversifiée. Il y a plein de secteurs d'activité, de l'aéronautique, du jeu vidéo, etc. Il y a beaucoup de gens quand même, puis pour réussir dans une économie diversifiée, il faut se former, il faut avoir des diplômes, en Alberta, on va se le dire, ils ont connu un boom extraordinaire depuis 15-20 ans, drivé par quoi? Par les ressources naturelles, notamment le pétrole, si bien que tu as 2 bras, 2 jambes, puis tu as fait un secondaire 3, tu peux gagner 125 000 $ par année. Donc, c'est beaucoup plus facile quand l'exigence d'entrer dans des milieux très rémunérateurs est très faible, d'avoir de la mobilité sociale. Par contre, à long terme, le problème dans des économies comme l'Alberta, c'est que si demain, je dis n'importe quoi, on veut moins de pétrole, ou ton industrie qui est très, très
avec un très faible niveau de diplomation et très faible niveau de formation déménagent ou la demande varie, ben ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'alternatives d'aller faire d'autres choses. Ils ont un secondaire 3 puis ils savent faire une chose qu'ils ont fait avec des très, très gros salaires pendant toute leur carrière. C'est le drame du Midwest américain. Là. Je veux dire, c'est des messieurs qui avaient des secondaires 3 qui allaient travailler chez General Motors puis ils faisaient ça pendant 40 ans. Puis Christy, c'est l'usine à ferme. Versus quand tu as un baccalauréat, je suis pas là à glorifier les études, mais quand même, quand tu as un cégep, quand tu as un bac, etc., ben, possiblement que tu peux te relocaliser dans une autre industrie quand celle-là ferme. Et donc, encore une fois, le Québec a peut-être moins de mobilité sociale, mais on a peut-être un peu plus de stabilité puis d'égalité entre les gens. Fait que c'est comme un peu des arbitrages. Je mets ça en relation là, quand même un petit peu, Richard. Parole de sage quand même. Là. Merci beaucoup, Francis. À demain. À demain. Salut.